Bonjour, nous allons vous parler de la manière de produire des céréales en situation de dérèglement climatique, ce qui est le cas bien sûr dans la région, mais également de plus en plus ailleurs en France. Je suis Stéphane Gézéquel, ingénieur agronome à Arvalis, à Gréoux-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, et je serai aidé par Daniel Brémond, agriculteur à Oraison en agriculture de conservation des sols. Alors, comment s'adapter au changement climatique ? On a une station d'expérimentation dédiée à ce thème à Gréoux-les-Bains. Là, vous avez derrière moi une vue générale de la station. Donc, c'est du blé tendre, du blé dur qu'on cultive en petites parcelles d'essai. Vous avez vu, il y a un engin rouge là à gauche qu'on vient de passer, qui est un robot en fait, qui enjambe les parcelles de blé et qui permet de scanner la végétation. Et ainsi de déterminer est-ce que la variété tolère bien les stress climatiques, la sécheresse, les fortes chaleurs, ou est-ce qu'elle est impactée par les dégâts climatiques, les stress climatiques. Donc comme ça, on va arriver à déterminer dans toutes les génétiques de blé qu'on peut trouver, lesquelles feront des bons parents pour les croisements, pour faire des variétés demain moins sensibles aux aléas climatiques pour les agriculteurs. Voilà. Alors, quand on parle de dérèglement climatique, il faut bien préciser de quoi on parle. Pour illustrer ça, si on représente la distribution des jours de l'année, donc là vous avez la courbe en 2016, donc les années actuelles, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de jours dans la moyenne, c'est le haut de la bosse, avec des températures moyennes, clémentes, et puis il y a quelques jours extrêmes, soit à gauche, soit à droite de la courbe, donc soit des jours très froids, soit des jours très chauds au cours de l'année. Et si on interroge les modèles de prévision climatique utilisés par le GIEC, le groupe d'études de l'évolution du climat, pour 2100, on a cette courbe orange qui est prédite par les modèles. Alors, vous voyez que la moyenne n'est pas très différente, elle est un peu décalée vers la droite, donc on va vers le réchauffement, c'est pour ça qu'on parle de réchauffement climatique. Mais finalement, le réchauffement, il est assez modeste, c'est quelques degrés. C'est sans doute pas ça qui va poser problème aux agriculteurs. Par contre, ce qui va poser un réel problème, c'est, vous voyez, l'aplatissement de la courbe, donc le fait qu'il y ait beaucoup plus de jours qui soient complètement à gauche ou complètement à droite, c'est-à-dire des jours très froids ou très chauds et qui sont des données exceptionnelles au cours de l'année. À tel point que aujourd'hui Météo France estime qu'on a à peu près 1% de jours exceptionnels sur l'année et qu'en 2100 on passera à 30%. Donc quasiment une journée sur 3 en 2100 sera marquée par un aléa climatique exceptionnel qui peut être plus froid que la normale, plus chaud, mais aussi très humide ou très sec. Donc c'est bien cette variabilité et cet aspect un peu chaotique, exceptionnel du climat qui est très difficile à gérer pour un agriculteur qui doit produire des céréales ou qui doit d'ailleurs produire d'autres productions agricoles. Voilà. Donc c'est à ça qu'il va falloir essayer de répondre. Alors là, je vous ai montré des projections pour le futur. Si on analyse le passé, on a déjà une idée du poids de ces aléas climatiques. Là, sur les courbes que je vous montre, les petits triangles jaunes, c'est le rendement moyen du blé dans le sud-est de la France. Vous voyez, depuis les années 60. On est remonté assez loin dans le passé. Donc vous voyez que ces triangles jaunes, les années 60, 70, jusqu'aux années 90, la pente était assez régulière, c'est-à-dire que tous les ans, avec les progrès des techniques agricoles des agriculteurs et avec les progrès de la génétique, les variétés, etc., on est sur une pente croissante de production. Et puis par contre, vous voyez que ça se dégrade à partir des années 90. Donc depuis les années 90, la courbe jaune stagne, voire même a tendance à diminuer un peu, et en plus avec une variabilité d'une année sur l'autre qui devient très très importante. Donc les triangles jaunes, c'est le rendement départemental moyen, réel, et puis les points bleus, donc c'est le même rendement, mais qu'on a corrigé des effets climatiques. En fait, on a modélisé l'effet de paramètres climatiques sur le rendement, et ces paramètres climatiques, si on garde ceux qui étaient présents dans les années 70-80,
qui sont les années où le climat était favorable, et qu'on reporte ces paramètres climatiques sur les années actuelles, les années 2000, ben on retrouve les points bleus. Donc on voit bien que vraiment c'est l'impact du climat qui fait stagner les rendements, hein, en grande partie, et que cette perte entre guillemets due au climat, vous voyez, on l'a chiffré en 2015 à 10 quintaux hectares pour le blé dur, 1 tonne hectare, ce qui est considérable puisque je vous rappelle que dans la région, la moyenne des rendements, on n'est pas très productif, c'est environ 3 tonnes 5, 35 quintaux. Donc 10 quintaux sur 35 quintaux, c'est une pénalité due au climat qui est quand même très importante et qui en plus, on l'a vu, va aller en s'accentuant. Donc c'est un enjeu très très fort de s'adapter à tout ça, enfin d'essayer de s'adapter à tout ça. Donc si on prend la partie pluie, puis après on parlera de la sécheresse, mais la partie pluie, elle est surtout impactante au moment des semis. On l'a vu l'an dernier, on l'a vu aussi il y a 2 ans, des pluies diluviennes fin octobre, au moment où les agriculteurs sèment les céréales, c'est très embêtant. Donc là, je vous ai remis les moyennes de pluie depuis les années 60-70. Donc ça, c'est à la fin de l'été, puis après on verra pour le mois d'octobre. Donc à la fin de l'été, fin août, début septembre, etc., vous voyez que dans les années 60-70, les pluies étaient assez bien réparties. Même chose à peu près pour les années 80, voilà, 80-90, le début des années 2000, et voilà les 20 dernières années. Donc vous voyez que plus ça va, en gros, moins il pleut en fin d'été. Les orages du mois d'août, ça devient rare, et souvent même début septembre, il pleut pas du tout, ce qui a bien sûr un impact pour les agriculteurs, parce que ça veut dire que pendant l'été, ils vont rien pouvoir faire dans leurs terres, ils vont pas pouvoir préparer, ils vont pas pouvoir semer des couverts végétaux, tout ça, c'est impossible s'il ne pleut pas. Ensuite, sur la période des semis, donc même chose, hein, les années 60, 70, 80. Alors là, vous voyez que, et voilà les années actuelles, enfin les 20 dernières années, vous voyez que dorénavant, il pleut de plus en plus pile fin octobre, au moment où on veut semer les céréales. Donc ça, évidemment, c'est contre-productif parce que les agriculteurs ne vont pas arriver à semer dans les dates de semis normales. Vous voyez que les créneaux, quand il y en a, sont très courts, hein, c'est quelques jours. Et donc, il va falloir réfléchir à des techniques d'implantation pour les agriculteurs, des techniques de semis nouvelles qui permettent de passer très vite, de passer sans doute sans labourer, sans travailler le sol, parce que ça prend du temps, il faut des pluies régulières, pour être capable de semer les céréales, malgré tout dans des dates correctes, tout en ayant des pluies qui vont venir perturber les chantiers de semis. Voilà, donc évidemment, cette démarche-là, on peut la voir sur toute l'année, hein. Donc voilà l'année climatique d'un blé, du semis jusqu'à la moisson, avec les régimes de pluie qui ont évolué. Et donc, vous voyez, ces 2 régimes aujourd'hui, hein, surtout centrés sur l'automne, fin octobre et novembre, et puis centrés sur, disons, fin avril. Voilà. Et puis, entre souvent des très longues périodes de sécheresse. Donc, ça veut dire, avec ces dérèglements climatiques, des conséquences en termes de techniques de culture qu'on essaye de faire évoluer pour les agriculteurs en leur donnant des conseils un peu adaptés à ces aléas climatiques. Voilà. Si je prends juste l'illustration de 4 années récentes là, et l'impact sur les céréales, alors quand les périodes sont en vert, c'était des périodes favorables pour le blé. Quand elles sont en rouge, c'était des périodes défavorables. Et puis vous avez l'intermédiaire, hein, en jaune et orange. Vous voyez que d'une année sur l'autre, c'est très différent. Il n'y a pas une année qui ressemble à la suivante. Et en tout cas, des années où tout va bien et où le blé fait son cycle sans problème climatique, ça n'existe plus. Donc on sait très bien, et c'est vraiment la tendance de fond, qu'il va falloir être capable de produire des céréales alors que les créneaux climatiques favorables se restreignent. Voilà. C'est ça la nouvelle règle du jeu pour les agriculteurs. Alors, comment on peut les aider à faire ça? Donc, je vous ai parlé de la génétique. On va illustrer ça, bien sûr, avoir des variétés plus tolérantes, ça c'est important. Il y a un deuxième enjeu qui est d'avoir des outils d'aide à la décision et d'adaptation à l'année, dynamiques pour les agriculteurs, qui peuvent les aider vraiment à coller à l'année climatique. Donc, je vous illustrerai ça. Et un troisième axe, plus sur les filières, qui sont d'avoir des systèmes de production plus résilients. Donc on verra ça avec Daniel tout à l'heure. Donc ça, c'est juste une vue de la station de Gréoux qui est dédiée à tout ça. Donc avec les 3 axes, hein, je vous les ai remis ici.
aide à la création variétale pour des variétés plus tolérantes, adaptation des itinéraires techniques au fil de l'année grâce à des outils d'aide à la décision, des modèles, des choses comme ça. Et puis les systèmes plus résilients, semi-direct sous couvert, agriculture biologique, etc. Comment on peut étudier ces systèmes-là. Donc vous voyez, on en est où? On en est, pour certains axes, déjà à des choses opérationnelles pour les agriculteurs, et pour certains aspects encore au stade recherche, avec encore quelques années avant que les agriculteurs aient vraiment des solutions opérationnelles. Donc sur l'aspect génétique, alors je vous ai remis une photo avec le robot là, qui scanne les variétés. Vous voyez qu'une micro-parcelle, là, un petit carré, c'est une variété différente. Donc pour bien prendre en compte tout cet aspect génétique, on va essayer d'avoir toute la variabilité génétique du blé tendre ou du blé dur mondial pour déterminer les bons parents pour les croisements. Après, c'est des croisements conventionnels, hein, sans OGM, c'est des croisements classiques, mais il faut déterminer les bons parents. Et donc pour ça, vous voyez, on va mettre les variétés. Alors là, le robot, là, la Phénomobile, est dans une partie irriguée. Vous voyez que c'est encore très vert. Et derrière, toute la bande du fond, là-bas, vous voyez que c'est beaucoup plus sec. Ce sont les mêmes variétés, mais sans irrigation. Donc on fait les deux, on fait avec irrigation et sans irrigation. Et évidemment, l'écart entre les deux mesure en quelque sorte l'aptitude de la variété à tolérer le stress hydrique. Alors pour ça, donc sur le robot, il y a plein de capteurs embarqués, il y a des lasers, il y a des caméras spectrales, donc qui vont analyser les différents spectres de la lumière réfléchie, et puis il y a des caméras normales RGB qui vont donner une image très précise de l'architecture du blé, de la forme des feuilles, etc. Et on va étudier en même temps tous ces paramètres, ce qui permet d'avoir vraiment une bonne vision du stress des plantes ou de leur tolérance à ce stress. Donc un exemple sur les lidars, hein, les lasers, c'est des rampes de laser qui vont permettre d'avoir des photos en 3D de la croissance du blé. Donc vous voyez ici, vous avez le blé au début de son cycle. Alors c'est des fausses couleurs, hein, ça a été retravaillé en traitement d'image. Quand c'est très dense, c'est rouge, et quand c'est très clair, c'est vert ou c'est bleu. Et donc là, le blé au début de son cycle, et on va comme ça pouvoir regarder la croissance du blé tout au long du cycle. Donc là, vous voyez, il pousse en hauteur, et là, les épis sortent en jaune et en vert. Donc on voit les épis, la silhouette des épis grâce aux rampes de laser. Donc on est capable comme ça de modéliser toute la croissance du blé et de voir l'impact du climat sur cette croissance. Donc là, un exemple sur une variété de blé dur qui s'appelle envergure. On a suivi donc depuis le semis jusqu'à la récolte toutes les caractéristiques de la plante. Là, c'est une caractéristique très simple, hein, c'est juste la hauteur, mais mesurée très précisément avec les lasers. On est capable de différencier, vous voyez, la courbe rouge et la courbe bleue. En bleu, c'est la variété sans irrigation. En rouge, la variété avec irrigation. Et vous voyez que autant visuellement, on va voir le stress vraiment à la fin du cycle, autant là, grâce au robot, on peut déterminer très précisément le jour où les courbes bleues et les courbes rouges se sont séparées, c'est-à-dire le jour où la plante est rentrée en stress. Voilà. Donc c'est des outils très très pointus qui permettent d'avoir accès à ça. Donc on a la sénescence foliaire et donc le fait que les feuilles se dessèchent à la fin du cycle, et c'est très corrélé au rendement obtenu, donc aux performances de la variété. Alors pour faire tous ces essais précis, il y a aussi une chose très importante à prendre en compte, c'est le sol. Parce qu'évidemment, si vous êtes sur un bon terrain avec une réserve en eau importante ou sur un mauvais terrain plein de cailloux, ça ne va pas donner les mêmes résultats. Vous avez vu que les essais étaient très grands, donc forcément on va balayer des zones de sol différentes. Donc on a cartographié toutes les micro-parcelles de sol où on fait des essais pour être capable de donner une réserve hydrique du sol et affecter à chaque micro-parcelle une réserve hydrique pour trier vraiment génétiquement les variétés sans avoir de biais dû au type de sol. Donc ça a été un travail très lourd. Vous voyez qu'on a fait des fosses pédologiques dans le sol. On est allé voir le type de sol, la profondeur de sol, la texture, est-ce qu'il y avait des cailloux ou pas. Voilà. Et on a fait des profils. Ça, c'est le collègue spécialisé en pédologie.
Vous voyez, qui a fait des profils. Et donc, dans une même parcelle, vous avez des sols avec 70 mm de réserve utile en eau et des sols avec 165 mm. Donc, vous voyez que si on n'a pas cette information-là, en fait, on va dire, tiens, la variété, là, elle s'est bien comportée, mais c'est pas parce qu'elle avait une bonne génétique, c'est tout simplement qu'elle a eu la chance d'être sur un bon terrain. Et donc, il faut absolument avoir ces informations-là. Donc, on a fait des profils de sol un peu partout là où on a les essais. Et on a fait une cartographie, voilà, de la réserve utile qu'on est capable de reporter. Donc là, vous voyez les micro-parcelles de toutes les couleurs que vous avez vues sur la photo aérienne. Vous les avez là dessinées en orange, hein, toutes petites. Vous voyez qu'il y en a des centaines. Et à chaque micro-parcelle, on va affecter une réserve utile du sol. Et donc, on va être statistiquement très puissant pour séparer les variétés vraiment sur leur aptitude génétique. Donc, c'est ce qu'on a fait. On voit que le rendement est très corrélé à la réserve utile du sol, à la fois en irrigué et encore plus en sec, hein, quand on ne met pas l'irrigation, c'est-à-dire qu'on ne corrige pas la réserve en eau du sol. Et donc c'est important d'avoir cette info. Et grâce à cette info-là, on a donc la réserve utile en covariable, hein, des analyses statistiques, on a une précision génétique alors qui est indiquée ici, c'est-à-dire que pour que finalement les sélectionneurs disent « Ah, là, on a des gènes d'intérêt qu'on sait repérer sur des marqueurs chromosomiques, et c'est vraiment ceux-là qui jouent. Il faut qu'il y ait héritabilité de ce caractère, c'est-à-dire que ce soit vraiment lié à la génétique et pas à des biais dans l'essai. Et on a augmenté comme ça, vous voyez, pour le rendement en sec, justement, le rendement sans irrigation, on a pu déterminer qu'il y avait des différences génétiques valables pour la tolérance au stress chez les variétés. Donc ça pourra servir aux sélectionneurs français pour demain faire des variétés plus adaptées. Voilà, sur l'aspect variétal. Alors ça, c'est pour créer des nouvelles variétés, mais il y a aussi choisir dans les variétés actuelles qu'ont les agriculteurs et mieux choisir vis-à-vis du climat. Donc là, je vous ai dit qu'on était capable de modéliser la croissance. Donc ça, la courbe bleue, c'est la croissance du blé. Hein, là, on l'a semé, il a levé. Au début, l'hiver, il pousse pas beaucoup. Et puis après, au printemps, il pousse très vite. Hein, vous voyez, la pente est forte. Et puis à la fin, les feuilles vont sécher, il va perdre de la biomasse. Donc voilà. Donc on est capable, avec des paramètres comme ça, de modéliser par variété les paramètres de croissance du blé et de voir les variétés les plus performantes ou les moins performantes. Donc ça fait déjà un moment qu'on est capable de le faire. La nouveauté, c'est que grâce aux essais de Gréoux, on est capable de modéliser cette croissance en situation de stress, ce qu'on n'était pas capable de faire jusque-là. Donc jusque-là, la sélection française était très orientée vers des variétés très productives, mais très productives en situation favorable. Or, comme les situations favorables, c'est de moins en moins vrai, il faut avoir cette expertise en situation stressante. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on a la surface foliaire, un Leaf Area Index en anglais, potentiel. Ça, c'est si la variété avait toutes les conditions favorables pour pousser. Et donc cette surface foliaire, grâce à la photosynthèse, ça va faire de la croissance pour les organes futurs, donc de la biomasse potentielle. Le problème, c'est qu'on n'est pas au potentiel, hein, il y a l'aléa climatique. Donc déjà, la plante ne va pas faire autant de feuilles qu'elle aurait pu, elle va en faire moins. Et en plus, la photosynthèse va moins bien fonctionner, donc on va faire moins de biomasse, même avec une surface foliaire donnée. Donc ça, on est désormais capable de le modéliser, on introduit des paramètres liés à ça, et on obtient des portraits variétaux en situation de stress, qu'on n'était absolument pas capable de prédire jusque-là. Donc vous voyez, 3 variétés de blé dur bien connues, envergure, Claudio, Miradou. Miradou perd beaucoup de biomasse si on la stresse, envergure un peu moins, et Claudio presque pas. Et en fait, c'est lié à ces paramètres de modélisation. Envergure limite pas beaucoup sa croissance foliaire, Claudio la limite beaucoup. Par contre, envergure fait pas une très très bonne photosynthèse en situation de stress, Claudio fait une bonne photosynthèse. Donc voilà. Donc on est capable de donner des portraits variétaux désormais dans les variétés actuelles pour conseiller les agriculteurs. Évidemment, selon son portrait, chaque variété n'aura pas les mêmes aptitudes à tolérer des scénarios climatiques de stress, avec soit du stress précoce, soit du stress tardif, le moment où il fait trop chaud, etc. Voilà, donc en choix variétal, je m'arrête là, pour pas être trop long. Mais vous voyez ce qui nous attend, hein, ça c'est une photo faite au Portugal, avec une variété française.
Donc pour ces essais, on collabore avec des instituts étrangers, en Italie du Sud, au Portugal, pour trouver des génétiques adaptées à ces climats encore plus durs que le nôtre, et puis mettre nos variétés françaises dans des conditions encore plus dures que la Provence. Et là, vous voyez, donc c'est une variété française, très tardive, relief, en blé dur, mise au Portugal, et donc elle a tellement séché vite qu'elle a séché verte. Je ne sais pas si la photo est très, très lisible, mais vous voyez, il y a encore des portions de feuilles vertes ou des épis verts. Ça veut dire qu'elle a vraiment séché d'un coup, en gardant même certains tissus verts, mais elle ne fonctionne plus, elle est complètement arrêtée. Donc ça vous montre l'inadaptation de certaines variétés françaises à ces stress climatiques très violents, où là, en l'occurrence, on a à la fois du sec, mais aussi des fortes chaleurs. Chose qu'on n'a pas encore trop l'habitude d'avoir en France au printemps. Voilà, donc on se prépare à tout ça. Deuxième axe, c'est le pilotage pour coller à l'année climatique. Donc là, on a mis au point un outil dans la région, grâce au fonds de l'Europe et puis de la région sud, avec un partenaire coopératif agricole qui s'appelle Epilote, un partenaire c'est GPS. Et donc là, sur smartphone, l'agriculteur va avoir justement les sorties du modèle de culture adapté vraiment au climat au jour le jour, pour lui donner une info sur la nutrition azotée et la nutrition hydrique de son blé, et donc qu'il puisse voir quand est-ce qu'il faut qu'il irrigue, s'il a l'irrigation, ou quand est-ce qu'il faudrait mettre un apport de fertilisants azotés. Et c'est un modèle qui permet de voir aussi, d'avoir la trajectoire future pour les jours suivants, avec les prévisions météo, et même jusqu'à la récolte, pour que l'agriculteur puisse anticiper ses interventions et qu'il les cale au mieux en fonction du climat de l'année. Voilà. Donc un peu de haute technicité dans le smartphone de l'agriculteur pour qu'il puisse s'adapter aux années chaotiques. Voilà. Donc ça, c'est sur le modèle. Donc voilà, ça, c'est les types de sortie du modèle. Vous voyez, c'est très précis en termes de nutrition hydrique en haut et de nutrition azotée en bas. Je vous passe les détails, et ça fournit les informations réactualisées pour l'agriculteur. Voilà, donc en résumé sur les outils techniques et tactiques, une aide à la création variétale, mais ça prendra du temps, une dizaine d'années. Une aide pour choisir dans les variétés actuelles, ça on est déjà capable de fournir des portraits variétaux. Et un pilotage de l'itinéraire technique pour l'agriculteur grâce à des outils un peu high-tech. Ça aussi, on est déjà capable de le faire. C'est encore en phase de test, mais on va maintenant essayer de diffuser ces outils-là au maximum dans la région, au plus grand nombre d'agriculteurs. Alors, est-ce que ça suffit ? Non, si vous voulez mon avis, même tout ça, ça ne suffira pas, puisque vous voyez ici l'évolution des rendements dans les Alpes de Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse depuis 30 ans. Vous voyez que même en améliorant les techniques de production, il y a des départements, vous voyez, comme les Bouches-du-Rhône, où les rendements stagnent et sont toujours très, très variables d'une année sur l'autre. Donc on pense qu'avec un climat qui va encore se durcir, il faut travailler sur le système de production, c'est-à-dire sur la rotation, sur redonner de la fertilité naturelle au sol, favoriser les synergies naturelles, voilà. Et donc là, il y a un système candidat assez intéressant là-dessus, qui est l'agriculture de conservation des sols. Donc on va vous l'illustrer avec Daniel Brémond. Donc je vais tout de suite au système en lui-même. Alors, on est en collaboration européenne avec des pays autour de la Méditerranée, en Europe, pour toutes ces choses-là. Bon, je passe sur les résultats techniques. Daniel va vous illustrer comment ça se passe dans ces champs, et je pense que c'est le plus intéressant pour voir ça. Donc, voilà le dispositif dans le champ de Daniel. Je lui laisse la parole pour commenter un peu les photos et les illustrations là-dessus. Donc un petit historique sur l'exploitation. Moi j'étais en conventionnel depuis des années. Ensuite je suis passé en TCS, technique culturale simplifiée. Donc je suis passé du labour au non-labour. Et du non-labour je suis passé au semi-direct sous couvert. Donc semi-direct sous couvert en agriculture de conservation, qui sont les 3 piliers principaux. Semi-direct, ne pas toucher, absolument pas toucher le sol, le moins possible. De la rotation et couvrir les parcelles, couvrir le sol, surtout entre 2 cultures. Donc quand tu dis ne pas toucher le sol, ça veut dire utiliser des matériels spécifiques ?
utiliser un semoir de semi-direct uniquement, pas de déchômage, pas de labour, aucun travail du sol. Dès qu'on touche le sol, dès qu'on perturbe le sol, on perd tout le bénéfice de cultiver sur un sol vivant et la vie du sol ne se développe pas comme il faudrait qu'elle se développe. Donc en 2012, nous avons mis un essai en place chez moi avec Stéphane et Hervalis adaptation du semi-direct sous couvert en milieu méditerranéen. Donc nous avons commencé avec des parcelles, il y a 20 parcelles conduites en pluvial, donc non irriguées, et 10 parcelles conduites en irrigué. Donc bien sûr les rotations ne sont pas les mêmes. On va aller plus vers des cultures en sec qui se fait traditionnellement et plus des cultures irriguées à l'irrigué qui se fait traditionnellement, notamment le maïs. En sec, la rotation est principalement pois chiches, fèves-rolles, culture de luzerne, culture de sainfoin et blé dur. Bon, blé dur, on peut faire blé dur, blé tendre, orge, c'est une céréale, donc ça revient au même. Donc les parcelles font 6 mètres de large sur 150 mètres de long, ça fait 900 mètres carrés. Et c'est uniquement travailler avec les outils qui se trouvent sur l'exploitation. Donc les résultats de la parcelle peuvent être mis en place chez d'autres agriculteurs tout de suite qui possèdent un semoir de semi-direct. Voilà, donc on a travaillé sur la rotation, un des piliers principaux, ne pas travailler le sol bien sûr, et les couverts végétaux en interculture. On a essayé, bien sûr, à l'irriguer, ça fonctionne, parce qu'on donne le petit coup de pouce d'irriguer un couvert pour le faire démarrer, pour le mettre en place, et après ça va tout seul. Par contre, en sec, en milieu méditerranéen, c'est quand même plus compliqué, vu les longues périodes de sécheresse qu'on a après la moisson, souvent de juillet à octobre, voire novembre des fois. Donc là, on a du mal à mettre en place des couverts d'interculture avec des mélanges de couverts en plantes annuelles. Donc depuis quelque temps, on s'est dirigé vers le couvert vivant permanent. Donc ça se passe qu'on sème le couvert avec une culture, notamment une culture de rotation. Le grand classique, c'est de semer du colza avec de la luzerne, du trèfle ou du sainfoin ou du lotier. Mais malheureusement, vu la période de semis du colza, on ne peut pas le mettre en place puisqu'il fait encore trop sec. Donc on a essayé dans d'autres alternatives, d'autres cultures, en semant ces mêmes luzernes et sainfoin et trèfle, avec de la fève-rolle ou avec du pois chiche au printemps. Donc si on ne peut pas l'installer à l'automne, c'est au printemps, mais on arrive à installer un couvert, à le faire développer avec la culture. La culture prend le dessus, arrive à tenir le couvert en dessous. Ensuite, on moissonne la fève-rolle ou le pois chiche et le couvert redémarre le jour où il pleut, les périodes pluvieuses, pour pouvoir installer le blé. Donc le couvert, entre-temps, il aura fait son travail de couvrir le sol et travailler le sol, surtout puisqu'on ne travaille plus le sol. Voilà. Alors, on va voir, donc c'est un essai de longue durée, puisque c'est un système de production à mettre en place. Donc il y a des effets des effets bénéfiques qu'on voit assez rapidement, puis il y en a qu'on voit au bout de quelques années. Donc on va vous illustrer ça. Alors l'effet qu'on voit dès le début, grâce à la couverture du sol, c'est qu'il n'y a plus d'érosion. Donc, voilà, je vous laisse. Donc quand on parle d'agriculture de conservation, c'est agriculture de conservation des sols et conservation de la fertilité de nos sols. Ça veut dire qu'on va développer la fertilité, notamment la fertilité naturelle du sol, par les couverts, par la restitution de paille et par la rotation des cultures qui va apporter un certain équilibre à la fertilité des sols. Donc sur cette photo, c'est novembre 2016, 140 mm en 5 jours. Donc on voit, ça a poussé, on voit rien de spécial, quoi. C'est joli. De l'autre côté du chemin, chez le voisin, sol travaillé, 140 mm, le sol a saturé en eau. Et voilà où passe la terre, le sol de mon voisin, il part sur la route, sur le chemin.
alors que de mon côté, la terre est restée et l'eau s'est infiltrée. Donc tout ça, c'est de l'eau qui n'est pas restée dans le champ et qui ne va pas remplir la réserve hydrique pour la culture suivante. Voilà. Et donc on sait bien que dès qu'on a un épisode, ce qu'on appelle un épisode méditerranéen, voilà, les sols, vous voyez, même pas très en pente, parce qu'on pense souvent au terrain en pente, mais même quand il n'y a pas beaucoup de pente, comme c'est le cas ici, on peut avoir beaucoup d'érosion. Et dans le système d'agriculture de conservation, là, on n'a plus d'érosion. Alors peut-être quelques illustrations dans tes parcelles, Daniel ? Voilà, donc là, à première vue, c'est une culture de blé dur, c'est banal, quoi, il n'y a rien de spécial. Mais en s'approchant, on s'aperçoit que tout en dessous, il reste de la luzerne, du couvert vivant permanent qu'on a mis en place à peu près un an avant. Donc ce couvert, il a été calmé avec des petites doses d'herbicides pour ne pas qu'il dépasse le blé. Ensuite, le blé, il a quand même tenu en dessous, il a quand même tenu pour qu'il ne pousse pas. Donc là, on va moissonner le blé, on va donner de la lumière au couvert, et dès les premières pluies d'automne ou d'été ou de fin d'été, le couvert, la luzerne va reprendre le dessus et va jouer office de couvert. Ça veut dire qu'on peut faire un blé sur un blé sans installer de couvert. Le couvert est déjà en place et s'il pleut, ça pousse. Et la fonction du couvert est bien atteinte. Voilà. Est-ce que tu peux repréciser, donc selon toi, quelles espèces de couverts on peut utiliser pour ça, avec du blé ? Dans du blé, on peut faire de la luzerne, on peut faire du trèfle, mais dans notre région, ça pousse pas très bien, voire pas du tout. Le lotier pousserait très bien, mais très difficile à implanter. Et sinon, il y a le sainfoin. Le sainfoin, plante locale des argilo-calcaires provençales, et ça résiste bien. Les luzernes, au cours de missions en Afrique du Nord, toujours pareil pour le développement de l'agriculture de conservation, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs sortes de luzernes, notamment la luzerne de type Provence et la luzerne de type africaine. Donc cette luzerne est un développement moindre que la luzerne type Provence, mais qui démarre beaucoup plus vite avec 30 ou 40 mm d'une pluie d'automne. Elle va faire plus de biomasse et plus vite que la luzerne méditerranéenne. Et ensuite, elle aurait tendance à moins concurrencer le blé. Donc on va peut-être la calmer une fois de moins avec un herbicide homologué blé antidicote. Voilà. Ouais, donc finalement, ce que vous avez vu sur le blé tout à l'heure, en termes de trouver les bonnes génétiques, c'est un travail qu'il va falloir faire sur les couverts, d'autant qu'aujourd'hui, on utilisera de plus en plus les couverts. Voilà, donc ce type de couvert, il demande une recherche de quelle espèce, quelle variété et quelle différence entre variétés qui soient adaptées chez chacun. Voilà, parce que même à 30 km de différence, on n'a pas les mêmes sols, on n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas les mêmes cultures. Donc c'est à l'agriculteur de... Nous, on va sortir les bases, mais après, ça sera à l'agriculteur d'affiner son système comme il veut lui. Voilà. Donc principale culture de vente en pluvial sans irrigation, le blé, et sur les parties irriguées, le maïs. Sur le blé, je voudrais préciser que il faut quand même continuer le système de rotation, parce que dès qu'on a du riz gras et qu'on loupe un herbicide dans sa première culture de blé, la deuxième culture de blé n'est pas possible, parce que le riz gras va prendre le dessus et ça va pas faire, quoi. Donc la rotation très importante. Alors là, donc c'est une vue de bande irriguée avec du maïs, donc du maïs qui est encore jeune là, semé assez tôt, vous voyez, 25 mars. Et donc le désherbage du maïs, avec un désherbant maïs, a permis de calmer le couvert et de faire qu'il soit toujours présent, mais vraiment pas très poussant,
afin qu'ils ne concurrencent pas le maïs. C'est ça le principe. Voilà, donc même principe que pour le maïs. Par contre, derrière un blé où la luzerne a repoussé, eh bien, l'irriguer, on peut faire du maïs en laissant repousser la luzerne. Et la luzerne fait fonction de couvert pour le maïs. Même s'il y a des raigrats, eh bien, on va les contrôler au printemps avec le maïs. Donc, voilà, on voit l'aspect rotation qui est importante. Voilà. Donc là, je crois que c'était luzerne trèfle lotier qu'on avait installé avec un couvert mort à l'automne. Et donc, le but, il était de pérenniser ce couvert plusieurs années. Mais malheureusement, dans les maïs à haut rendement, le maïs couvre beaucoup et a tendance à tuer le couvert, quoi, à concurrencer le couvert jusqu'à l'anéantir. Il reste quelques plantes, mais bon, c'est pas trop ça, quoi, voilà. Le seul qui reste, c'est, par exemple, lorsqu'on sème du sainfoin, là on va le voir la prochaine, un petit peu plus loin, là. Oui. Donc voilà, ça c'est du sainfoin qui a été semé en février et le maïs a été semé fin mars. Donc il avait un mois d'avance sur le maïs et donc ce sainfoin a très bien poussé. On n'a pas beaucoup désherbé, on a fait juste, je crois, une demi-dose d'herbicide maïs et un peu tard parce que ça a concurrencé un petit peu le maïs. Par contre, aujourd'hui, mi-octobre, eh bien le maïs est moissonné et ce sainfoin-là repousse. Donc là, on peut facilement faire 2 maïs de suite parce que le sainfoin a quand même concurrencé pas mal les mauvaises herbes. Et donc, on peut faire 2 maïs de suite avec un sainfoin et le maïs. Voilà. Ok, donc c'est vraiment le concept du couvert permanent qui va durer quelques années. Voilà, ça va falloir qu'on le valide encore 1 an ou 2 pour voir si, mais enfin, dans notre région, le sainfoin est quand même vraiment résistant et il permet quand même de faire des beaux couverts, même en conditions assez extrêmes de sécheresse. Alors, on va peut-être parler un peu de l'activité biologique, la vie du sol, justement, dans ce système-là. Donc là, vous voyez, on a fait un profil de sol pour regarder la qualité de l'enracinement. On trouve beaucoup de galeries de vers de terre dans un système comme ça, sans travail du sol, avec beaucoup de couverts, beaucoup de cultures. Donc là, vous voyez, c'est une espèce de grille où on va compter dans chaque petit carré de 1 centimètre s'il y a des racines ou s'il n'y en a pas. Et on peut, comme ça, faire un diagramme d'enracinement. Donc vous voyez, quand les cases sont vertes, c'est qu'il y a des racines, et quand les cases sont vides, c'est qu'il n'y a pas de racines. Vous voyez qu'on trouve sur les bandes au sec de l'essai sans irrigation encore pas mal de racines jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc pour du blé, c'est très bon, ça veut dire un très bon enracinement. Et sur la partie irriguée, donc avec un peu plus d'eau disponible, on a des racines qui vont, vous voyez, jusqu'à 1,50 m de profondeur, ce qui pour du blé est très très notable, très remarquable. Donc vraiment un très bel enracinement sur ces cultures-là. On aurait tendance à dire, pour qu'une culture s'enracine, il faut décompacter, il faut labourer, il faut préparer le sol. Ben non, c'est le contraire, il ne faut pas toucher le sol et les racines de la culture vont emprunter les galeries de vers de terre et aller chercher les éléments nutritifs qui sont profonds. Et éléments nutritifs et eau, lorsque on a quand même des printemps et été secs. Et cette eau, elle est quand même... la réserve hydrique a été faite parce qu'il y a des galeries de vers de terre, des racines et des plantes qui ont retenu l'eau dans la parcelle, qui ont obligé l'eau à pénétrer et à refaire la réserve hydrique. Voilà. Alors, donc ça, c'est sur les aspects physiques. Après, il y a les aspects un peu plus activité biologique des sols. Donc pour ça, on a des analyses de sol. Je vous mets un exemple ici. Désormais disponibles, qui ne regardent pas uniquement les caractéristiques chimiques. Est-ce qu'il y a de l'azote, du phosphore, de la potasse, mais qui regardent maintenant l'activité biologique, donc des bactéries du sol, comment tout ça fonctionne. Alors c'est très lié au taux de matière organique. Donc là, vous voyez... on a un sol désormais au bout de 5 ans d'essai, même 7 ans d'essai, avec plus de 3% de matière organique en surface, ce qui est une valeur très très élevée. Donc ça veut dire un sol qui va résister aux grosses pluies, au dessèchement, etc. Et cette matière organique, on est capable de déterminer un petit peu sa nature. Donc vous voyez qu'il y a deux types de matière organique, la rouge et puis la jaune, là, dans ce graphique.
Donc la matière organique rouge, c'est celle qui est très liée aux argiles, très protégée, donc que les bactéries vont pas arriver à dégrader, mais qui fait partie de la fraction humus, c'est-à-dire qui rend vraiment le sol avec une meilleure texture et qui augmente le taux de carbone du sol. Et puis vous avez la partie jaune là, qui est la matière organique, qui elle va être très facilement attaquable par les bactéries et qui donc va faire partie de ce qu'on appelle la fertilité naturelle du sol, puisque les bactéries vont consommer cette matière organique et vont minéraliser du carbone et de l'azote grâce à cette nourriture. Voilà. Donc c'est bien qu'il y ait un équilibre un peu entre ces différentes formes de matière organique et que bien sûr on ait un taux de matière organique global assez important. Une petite comparaison simple, c'est que le sol est une usine à produire, et si on passe notre temps à bombarder l'usine, c'est-à-dire le travail du sol, on va tuer les ouvriers du sol, on va tout déstructurer l'usine, les ouvriers qui restent, ils vont essayer de reconstruire l'usine, pendant ce temps ils vont pas produire. Par contre, le jour où on arrive à reconstituer les ouvriers, il va falloir leur donner à manger. Et c'est là qu'il faut restituer la paille et faire les couverts végétaux pour donner à manger à ces ouvriers de l'usine qui vont encore plus travailler. Donc on est dans un cercle vertueux. Vertueux, voilà. Donc le carburant, la nourriture, c'est ce qu'on vient de voir, hein, la matière organique, notamment la partie attaquable par les bactéries. Et là, vous avez la quantification des bactéries du sol. Alors, c'est l'échelle bleue, là. Vous voyez que là, on est quasiment à 800 mg de carbone bactérien par kilo de sol, de terre, ce qui est une valeur très très élevée. Vous voyez qu'on sature quasiment l'échelle qui était prévue. Un sol classique, il est plutôt vers 300, 300-350. Donc là, en quelques années, Daniel a augmenté son stock de bactéries du sol de manière assez notable. On a augmenté les bactéries du sol, la matière organique, tout en produisant autant qu'un conventionnel. Oui. Alors, pardon, je voulais vous montrer ça. Voilà. Donc ensuite, ces bactéries du sol, elles vont attaquer la matière organique, on l'a vu, et donc elles vont produire de l'azote minéral que les cultures vont pouvoir consommer, ou du carbone, dégager du CO2 et puis produire faire de la minéralisation également du carbone. Et donc ça, on peut le mesurer également à partir des mêmes analyses de sol. Et donc là, on s'aperçoit que par exemple sur l'azote, qui est un élément très important notamment pour les céréales, en termes de nutrition de la plante, ce sol va être capable de produire environ 140 unités d'azote par hectare, ce qui est quasiment équivalent d'une fertilisation du blé. Alors, ça veut surtout pas dire qu'on va pouvoir faire du blé sans mettre du tout d'azote minéral, parce que la vie du sol va consommer de l'azote, hein. Les bactéries vont consommer presque plus d'azote que le blé pour leur fonctionnement, mais ça veut dire qu'on a vraiment un sol qui fonctionne, qui minéralise et qui est donc naturellement fertile. Voilà. Donc l'intérêt sur cet essai qui a maintenant quelques années, c'est qu'on a fait les mêmes mesures en 2015 et en 2020. Et pour terminer, je vais vous montrer un petit peu la différence, donc les progrès qu'il y a eu en 5 ans de ce système d'agriculture de conservation, en utilisant, donc vous voyez pas bien, c'est petit, mais toutes les barres, là, c'est des bandes d'essais différentes sur la parcelle de Daniel Brémond. Et donc les histogrammes rouges, c'est les valeurs de 2015, et les histogrammes jaunes, c'est les valeurs de 2020. Donc vous voyez, j'ai entouré les bandes comparables, hein, qui sont les mêmes sur lesquelles on est revenu faire les analyses en 2020. Donc vous voyez qu'en gros, bon, ça dépend un peu des bandes, mais on a gagné à peu près 0,43% de matière organique. Donc on est passé souvent de 1,5 à 2% à 2,5 à 3% de matière organique. Donc bon, pour les non-initiés, ça paraît très peu, mais ça change vraiment le comportement du sol. Donc on peut vraiment dire que là, le système a permis d'améliorer le sol et sa fertilité naturelle. Sur la biomasse microbienne, on l'a vu sur l'exemple d'analyse, c'est la même chose, hein, vous voyez, quelles que soient les bandes, on a gagné en quantité de bactéries, plutôt un petit peu plus en irrigué qu'en sec, comme quoi l'irrigation pour la vie du sol, c'est pas si mauvais. Et donc on a gagné 20% en gros de biomasse bactérienne, ce qui est assez important
et qui va donner un fonctionnement meilleur de ce sol. Et la traduction en azote minéral, ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'en moyenne, là aussi ça dépend un peu des bandes, mais en 5 ans, on a augmenté de 40 unités sur 6 mois, donc on pourrait l'extrapoler presque à 60 ou 80 sur un an, les potentiels de minéralisation d'azote. C'est-à-dire qu'on a un sol plus fertile de 40 unités en 6 mois, voire 60 à 80 en un an, pour nourrir les cultures. Voilà. Ensuite, on a quand même l'effet rotation. Oui. Ne pas faire que du blé dur ou que autre chose. On essaye quand même d'introduire pas mal de légumineuses qui va rééquilibrer la fertilité. Par exemple, on a vu tout à l'heure le sainfoin qui pousse avec le maïs. On va récolter un maïs qui va faire, admettons, 120 quintaux. On va apporter plus de 10 tonnes hectares de carbone qui a été piégé dans l'air par le maïs, qui est apporté au sol. Et le sainfoin, lui, va nous apporter de l'azote. Et ça va nous faire un équilibre de fertilité. Un va aider à digérer l'autre et le transformer en matière organique. Donc on va augmenter. Au plus on fait des récoltes hautes, au plus on va apporter de résidus végétaux et au plus on va augmenter la matière organique. Si on fait un maïs à 120 quintaux ou si on fait un maïs à 50 quintaux, on va avancer beaucoup moins vite que lorsqu'on fait des bons rendements. Alors, dernière question qu'on voulait vous illustrer. Donc, on va pouvoir bien sûr faire un portrait des couverts. On a vu que la luzerne était un bon candidat, donc on a essayé la luzerne avant le blé, avec le pois chiche, avec le colza. Daniel vous en a parlé. Et comme on fait un portrait des variétés de blé, que je vous ai montré tout à l'heure, on va pouvoir faire un portrait de l'utilisation des couverts et leur intérêt en climat méditerranéen. Voilà. Donc, c'est le produit de sortie de cet essai. Donc là, je vais passer, mais on va vous parler un petit peu de fertilisation azotée, de nutrition azotée, voilà. Alors ça, c'est des bandes de l'essai. Et là, vous voyez, toujours le même code couleur. Quand c'est très bon, c'est vert foncé. Quand c'est moyen, c'est jaune. Et quand c'est pas très bon, c'est orange. Donc vous voyez que sur la plupart des bandes, à part celle-là qui a eu un petit peu de maladie, de la fusariose, on a amélioré les paramètres de nutrition azotée du blé grâce à ce fonctionnement du sol, et en mettant de l'azote finalement très tôt dans la saison pour aider à démarrer le fonctionnement du sol. Et ensuite, c'est le sol et non pas la fertilisation azotée qui nourrit la plante. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important sur ce système. On va mettre un gros apport unique très tôt parce que l'azote, c'est le carburant de la fertilité du sol. Et donc, on va mettre un gros apport pour nourrir à la fois la plantule de blé, aider les bactéries à décomposer le carbone dans les résidus végétaux ou le couvert précédent. Et donc, il va falloir que tout le monde mange. Et donc, lorsque on aura décomposé le carbone, lui, il va être restitué beaucoup plus tard. Donc, on va mettre de l'azote qui va être piégé par le sol et qui va être restitué au moment où le blé en a besoin, lorsqu'il fait chaud et humide au printemps. Donc la fertilisation plutôt pour le sol, pour aider le sol à démarrer, et ensuite c'est le sol qui nourrit le blé en fin de cycle. Voilà, c'est ça. On nourrit le sol qui va nourrir la plante, et c'est le sol qui va nourrir la plante. Voilà. Alors il peut y avoir des problèmes bien sûr sur ce système, on a essayé de voir lesquels. Donc vous voyez la nutrition azotée dont on vient de parler, c'est important. Il peut y avoir de la concurrence des mauvaises herbes, il peut y avoir la concurrence du couvert vivant. On a vu un peu le sainfoin qui était un peu grand dans le maïs, ça peut concurrencer. Donc on a un petit peu essayé de regarder les problèmes et pour essayer de les résoudre petit à petit. Alors il y a une question que nous posent souvent les interlocuteurs à qui on explique ce système-là, c'est « mais ça a l'air très bien, vous avez un beau sol et tout, pourquoi vous essayez pas sans engrais minéral et sans produits phyto ?» Est-ce que ça marcherait pas? Parce qu'on a compris que vous mettiez encore un peu de désherbant pour calmer les couverts et que vous mettiez de l'azote minéral. Eh bien, on l'a essayé, on va le voir tout de suite. Donc, on l'a essayé, voilà, 0 phyto, 0 azote minéral. Donc, il faut expliquer, donc, le couvert, c'est du sainfoin, qui est une des plantes avec la luzerne qui marche très bien en couvert. Dedans, tu es venu semer du blé dur, en semi-direct, donc sans toucher le sol. Et là, par contre, tu n'as pas mis de désherbant.
Donc tu as laissé le sainfoin, tu as laissé la nature pousser. On a laissé faire la nature comme certains le préconisent. Voilà. Donc une photo pour vous montrer ce que ça donnait fin mai. Donc, vous voyez, ceux qui aiment les coquelicots vont être servis, puisqu'il y a quand même pas mal de coquelicots. Il y a du blé, ce qui est vert, c'est du blé. Et il y a aussi, alors pour les yeux un peu exercés, les fleurs roses, là, c'est du sainfoin qui a fleuri. Et donc nous, bien sûr, on est venu mesurer ce que ça donnait en termes de production. Donc c'est le tableau qui s'affiche maintenant. Donc le témoin, c'est le blé où on a mis quand même un peu de désherbant pour enlever les coquelicots et puis calmer le sainfoin. Donc c'est le témoin blé dans le sainfoin, mais conduite classique. Et le 0,0, là, donc c'est ce carré où on a laissé faire la nature, on n'a mis ni désherbant, ni engrais de synthèse. Donc vous voyez qu'il y a à peu près le même nombre d'épis de blé au mètre carré. Il y a beaucoup de moins de grains par épi, donc on a fait des tout petits épis de blé, en fait, qui étaient un tiers d'un épi normal. Du coup, il y a beaucoup moins de grains de blé au mètre carré, bien sûr. Les grains sont plus petits aussi, vous voyez, 39 grammes contre 45 pour le blé témoin. Donc en gros, on a fait des petits épis et des petits grains. Et du coup, beaucoup moins de rendement, bien sûr. Le rendement final, c'est 14 quintaux de blé contre 58 dans le témoin. Et quand on regarde ce qu'on a produit, on a produit à peu près la même biomasse au mètre carré. 1,2 kg de blé ici, 1,1 kg tout confondu ici. Mais dans ce 1,1 kg, finalement, j'ai 500 grammes de sainfoin. Donc la moitié de ce qui a poussé, c'était du sainfoin. Et l'autre moitié se partage à peu près à part égale entre le blé et les coquelicots. Voilà. Donc le fait de dire je n'utilise pas de désherbant et je mets pas d'engrais, finalement on a fait pousser surtout du sainfoin et puis du blé et des coquelicots à peu près à part égale. Pourquoi on a laissé le sainfoin? Parce que y en a pas mal qui préconisent que lorsqu'on sème du blé avec une plante compagne en légumineuse, la légumineuse va fournir de l'azote au blé. Et on s'aperçoit et on sait très bien que c'est faux, complètement. C'est l'illustration pour montrer que même dans un système qui fonctionne bien, aujourd'hui, si on veut produire, et c'était produire des céréales en milieu méditerranéen avec le changement climatique, on a besoin encore un peu de produits phyto, un peu de désherbant et un peu d'engrais minéral pour arriver à avoir une production correcte en quantité mais aussi en qualité, puisque le blé dur, ça sert à faire les pâtes, et il faut un taux de protéines pour que les pâtes tiennent à la cuisson, etc. Donc aujourd'hui, produire des céréales en zone méditerranéenne, on sait le faire, mais encore avec un petit peu, à moins d'être en agriculture biologique, mais en agriculture de conservation, il faut un petit peu de le témoin était avec le minimum d'intrants que ce qu'on pouvait faire, quoi. On ne pouvait pas faire moins. Voilà, merci Daniel. Un mot de la fin pour encourager les agriculteurs, peut-être? Je pense qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de se lancer là-dedans, parce que on a quand même engrangé assez de données depuis X années, et notamment avec le réseau français d'Arvalis d'agriculteurs en SCV. Par contre, il faut se faire accompagner techniquement, parce que c'est un système au moins aussi compliqué techniquement que le bio, que l'agriculture bio. Je pense qu'il faut faire des formations, pas n'importe quelle formation, parce que pas mal de formations ne sont pas faites sur des acquis faits, alors que nous on a quand même des acquis. Ce qu'on va présenter, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a testé nous, avec le résultat négatif ou positif, quoi. Donc on vous invite à venir voir dans les champs ces nouvelles techniques. Merci à tous.